pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, 14h à Cotonou et 15h à Téhéran. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la deuxième de Mali Actualité, les titres. Journée électorale au Bénin, les électeurs votent depuis ce matin pour choisir les 109 députés de l'Assemblée nationale et plus de 1800 conseillers communaux, un double scrutin qui précède la présidentielle du 12 avril prochain. En Guinée-Bissau, la CEDEAO demande une remise à liberté sans condition de tous les détenus politiques. C'est l'une des conclusions de la visite d'une mission de l'organisation à Bissau. Mais les militaires au pouvoir privilégient une approche graduelle sans donner plus de précisions. En Iran, plus rien ne semble calmer les manifestants et fléchir le régime en place. Des victimes se comptent par dizaines et l'intervention militaire américaine n'est pas écartée. Les derniers développements à suivre. C'est une performance au saveur d'engagement et de résilience. L'Office RIMOPTI réalise 130 000 tonnes de céréales pour la campagne agricole 2024-2025, malgré l'insécurité et l'insuffisance d'engrais. Constat et explications dans cette édition. CAN Maroc 2025, le trophée n'ira plus en Côte d'Ivoire. Les éléphants champions en titre ont été battus hier par les pharaons d'Égypte en quart de finale. Le tableau des qualifiés pour le dernier carré dans la page sport. Quand les organes génitaux de la femme glissent vers le bas, on parle de prolapsus et se manifeste par une pesanteur des fuites urinaires ou un inconfort. Mais rassurez-vous, la maladie se traite. On vous donne tous les détails en fin d'édition dans Focus Santé. C'est tout pour les titres. Il s'est attaqué au symbole de l'État et il apprend à ses dépens. Cheikh Nani Magadi Chiko, c'est de lui qu'il s'agit, écope d'un an de prison ferme. C'est l'épilogue d'une affaire qui avait défrayé la chronique. Le Haut Conseil islamique du Mali a tenu hier une assemblée générale pour partager l'information avec l'opinion nationale. Par la même occasion, faire une mise en garde. Tout acte blasphématoire contre l'islam ne restera pas impuni. Selon le secrétaire général du Haut Conseil islamique, Mamadou Diamoutani s'exprime au micro de Arju Matina. Le Haut Conseil islamique du Mali informe la Oumma islamique que le projet a condamné Cheikh Nani Magadi Chiko à 1 an d'emprisonnement ferme. Ceci est une occasion pour les musulmans de veiller à ce que leur religion soit respectée par tous ceux qui, ces derniers temps, pensent qu'ils peuvent se permettre de s'attaquer facilement au symbole de l'islam. Désormais, et ça c'est un message que le Haut Conseil islamique voudrait exprimer à l'endroit de la communauté musulmane du Mali, qu'elle sache qu'à l'avenir, tout acte blasphématoire contre notre religion, contre ces symboles, le Haut Conseil islamique suivra les voies légales pour défendre sa religion, pour défendre le prophète, pour défendre l'islam. C'est un message assez important que le Haut Conseil islamique tenait à donner aux musulmans du Mali. Nous remercions les musulmans sénégalais, les musulmans de Guinée, de France, d'Italie, qui ont tous apporté leur soutien au Conseil islamique dans cette action. Qu'Allah le Tout-Puissant aide l'islam, qu'Allah le Tout-Puissant fasse que l'islam soit respecté, qu'Allah le Tout-Puissant nous donne la patience et la force nécessaire de défendre sa religion. C'était à l'instant le secrétaire général du Haut Conseil islamique qui s'exprimait sur l'affaire de Cheikh Nani Magadi Chiko, condamné par la justice sénégalaise pour s'être attaqué au symbole de l'islam. Une nouvelle qui réjouit plutôt la communauté musulmane, c'est celle relative à un nouveau label de moutons au Mali, une initiative d'une coopérative spécialisée dans l'élevage des moutons de prestige. Les producteurs professionnels d'ovins et caprins se rencontrent à Bamako en vue de concrétiser les projets. Djamoko Konaté y était pour Mali Actualité. Balbalisega Horon Standard, un nouveau label en matière d'élevage des moutons en perspective au Mali. Une initiative de la coopérative Saka Diagne qui entend ainsi contribuer à révolutionner l'élevage de cette race de moutons au Mali et par extension des autres petits ruminants. Dr Seydou Kanté, président de la coopérative Saka Diagne. Saka Diagne est une coopérative des éleveurs. Nous faisons de l'élevage de prestige, nous faisons de l'embouche ovin caprin pour améliorer la viande sur l'assiette des Maliens. Mais exclusivement, nous nous focalisons aussi sur ce que l'on appelle l'élevage de prestige. Dans ce cas, nous faisons l'élevage métissage, nous faisons toutes les races, Tchad pur sang et autres. Ce changement de fusil d'épaule est l'une des résolutions issues de la dernière assemblée générale ordinaire de la coopérative tenue en décembre dernier. Pour la réalisation de cet objectif stratégique, la coopérative Saka Diagne a jeté son dévolu sur les producteurs professionnels d'ovins et caprins. Dr Seydou Kanté. C'est de profiter de leurs expériences depuis plus de 8 ans
pour avancer avec eux rapidement vers le BBH standard. C'est des chemins et des critères qu'il faut développer pour permettre au Mali d'avoir cette race enfin appelée BBH. Balibali Horo Mali Saga. Sambou Diaguité, président des producteurs professionnels d'ovins et caprins. Le Mali aujourd'hui, c'est un championnat national de petits ruminants de 52 millions. Sur ces 52 millions de sujets, c'est une participation de 12% au PIB national. Donc pouvoir créer une race améliorée malienne qui va aider à créer de la précocité au niveau du championnat national, ce n'est que bénéfique pour le Mali et pour l'écosystème en général, les sous-régions. Cette rencontre se veut donc un cadre d'échange au cours duquel les parties vont poser les jalons d'un partenariat fécond en projet. Pour donner un avant-goût à l'assistance, des échantillons de Balibali Sega Horon Standard lui ont été présentés à travers une projection. Voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors des frontières maliennes. Jour de vote au Bénin, les électeurs doivent choisir ce dimanche les 109 députés de l'Assemblée nationale et les 1800 conseillers communaux. Bonjour Lansana Keita. Bonjour Bourama Traoré. Depuis ce matin, près de 8 millions de Béninois sont aux urnes pour ce double scrutin. Comment se déroule ce vote? Les bureaux de vote ont ouvert depuis 7h et se referment à 17h heure locale. Près de 90 000 agents électoraux sont déployés sur l'ensemble du territoire national par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ils ont la responsabilité d'organiser le vote dans 1102 postes de vote. 5 partis politiques participent à ces élections, dont 3 issus de la mouvance présidentielle. Ces formations sont en compétition pour les 109 sièges de l'Assemblée nationale et plus de 1800 conseillers communaux. Sur le plan sécuritaire, le ministère de l'Intérieur a annoncé dans un communiqué officiel diffusé sur les médias publics la fermeture des frontières terrestres à partir de minuit jusqu'au lundi 12 janvier à 6h du matin. Pour garantir un climat apaisé, les marchés sont fermés entre 6h et 20h. Toutes les manifestations publiques suspendues et les débits de boissons contraints de baisser rideau. Ces mesures concernent aussi bien les activités commerciales que les événements culturels, festifs ou revendicatifs. Pour le moment, aucun incident n'est signalé. Il s'agit de la première législature issue de la réforme constitutionnelle adoptée en novembre 2025 qui a également porté la durée du mandat des députés à 7 ans renouvelables. À la clôture du scrutin, les opérations de dépouillement se dérouleront sur place en présence des observateurs électoraux, des représentants des partis politiques et des électeurs. Pour les élections législatives, seule la Cour constitutionnel est habilité à proclamer les résultats définitifs après examen d'éventuelles requêtes sur la base des résultats provisoires fournis par la Sénat, Commission électorale nationale autonome. Bourama Traoré. Merci Lansana Keita pour ces explications. Si le Bénin est de plein pied dans le processus électoral, celui de la Guinée-Bissau a été interrompu suite à un coup d'État. 45 jours après ce coup de force, le pays a accueilli hier une délégation de la CEDEAO. À sa tête, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et sierra-léonais Julius Madabio. Les deux dirigeants se sont entretenus avec les militaires au pouvoir. Au menu des échanges, une remise en liberté sans condition de tous les détenus politiques. Mais les nouvelles autorités privilégient une approche graduelle sans donner plus de précisions. Les chefs d'État sénégalais et sierra-léonais ont pu rendre visite à Domingo Simio Pereira, leader du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert en détention, ainsi qu'à Fernando Diaz, candidat à la dernière présidentielle, toujours réfugié à l'ambassade du Nigeria. Au même moment, les autorités gambiennes déclarent avoir intercepté plus de 780 migrants ces derniers jours, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe à bord d'embarcations surchargées. Cette opération intervient quelques jours seulement après un naufrage meurtrier qui a coûté la vie à 30 personnes dans la nuit du 31 décembre dernier, selon Banjul. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur gambien annonce la mise en place d'équipes d'intervention spéciale pour réagir de manière décisive. On réagit déjà au Gabon. De nombreuses voix s'élèvent pour une réintroduction de la peine de mort. Lors de ses vœux à l'administration, le président Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas écarté la possibilité d'un retour de la peine capitale abolie en 2010. La dernière exécution avait eu lieu en 1985, mais il a renvoyé le sujet à une consultation populaire. Cette réflexion doit être portée par le peuple souverain, a-t-il précisé. Le débat sur la peine de mort est réouvert par les autorités dans un contexte de forte émotion de la population suite à plusieurs cas médiatisés de crimes rituels et de sang.
En revanche, la peine de mort reste légale en Ouganda pour certains crimes graves. Un pays qui vote le 15 janvier prochain pour l'élection présidentielle. À 5 jours de cette échéance, une coalition d'organisations de la société civile ougandaise et régionale alerte sur une dégradation du climat électoral. Elle dénonce la militarisation du scrutin et des intimidations visant l'opposition, mais aussi les électeurs. Lors d'un échange en ligne vendredi dernier, plusieurs militants et experts ont appelé à la désescalade et à la protection des libertés publiques. Un autre appel, mais qui sonne comme un rappel à l'ordre, c'est celui du président Félix Tshisekedi à l'endroit de ses ministres après une série de prises de position jugées sensibles et non concertées sur le fond des tensions régionales persistantes dans l'est du pays. D'abord, celle du ministre du Développement rural qui a affirmé sur une télévision que sans la mise en garde des Américains, les rebelles du M23 AFC auraient pu prendre la ville de Kalemi après Ouvira en décembre. Autre sortie, celle du vice-premier ministre du budget qui a déclaré que si le Rwanda veut la guerre, il va l'obtenir. Face à ces propos, le premier ministre rappelle que toute communication touchant à la défense, la sécurité, la cohésion sociale ou aux relations diplomatiques ne pouvait être improvisée et devrait être concertée. Désormais, le porte-parole du gouvernement devra coordonner ses prises de position en lien avec la présidence. Au Burundi voisin, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés annonce le décès de plus de 50 réfugiés congolais fuyant les combats dans l'est de la RDC. Parmi eux, 25 victimes du choléra et 6 autres emportés par l'anémie et la malnutrition. Le HCR dit travailler actuellement avec le ministère de la Santé burundais pour élucider les causes des autres décès. Plus de 100 000 Congolais ont fui vers le Burundi depuis décembre après l'intensification des combats près de la frontière et la prise de la ville d'Ouvira par les rebelles, selon l'organisation onusienne. De son côté, le ministère congolais des Affaires sociales a lancé une mission humanitaire pour venir en aide aux déplacés avec nourriture, médicaments et biens de première nécessité. Pendant ce temps, en Iran, les manifestations contre le pouvoir se poursuivent pour la 4e nuit consécutive. Les autorités ont décidé d'une coupure quasi totale d'Internet pour entraver la diffusion des images et l'organisation des manifestations. Certaines ONG annoncent plusieurs morts depuis le début des manifestations. Israël, de son côté, dit être en état d'alerte maximale avec la possibilité d'une intervention américaine en Iran. Bonjour, Mohamed Sangaré. Bonjour, Brahma Traoré. Quelle est aujourd'hui la situation en Iran? La situation actuelle est particulièrement complexe à évaluer car depuis vendredi, un blackout informationnel rend l'accès aux données de terrain difficile. Plus d'accès à l'Internet, vous l'avez dit, des réseaux téléphoniques coupés ou brouillés. Officiellement, Téhéran invoque la lutte contre la désinformation, mais dans les faits, il s'agit d'une stratégie délibérée pour briser l'organisation des manifestants et empêcher les images de la répression de filtrer vers l'étranger. Selon l'ONG Iran Human Rights, le bilan n'en finit plus de s'alourdir. Au moins 192 personnes auraient déjà perdu la vie depuis le déclenchement de ce mouvement en décembre dernier. Un chiffre que les observateurs jugent largement sous-estimé tant l'obscurité numérique rend le recensement des victimes périlleux. Mais malgré le sifflement des gaz lacrymogènes des forces de sécurité, la rue refuse de reculer. Hier soir encore, de nouveaux rassemblements ont défié le pouvoir jusque dans le cœur de la capitale. Face à cette fronde intérieure, le régime choisit la fuite en avant diplomatique et brandit la menace militaire. Ce dimanche, Téhéran a prévenu en cas d'agression, le régime frappera sans hésiter l'Israël ainsi que les bases américaines au Moyen-Orient. Le président du Parlement a même enfoncé le clou, désignant les sites militaires et le transport maritime des États-Unis comme des cibles prioritaires. C'est dans ce climat électrique que le président Massoud doit s'exprimer aujourd'hui. Une allocution enregistrée sur les revendications du peuple qui sonne comme un test crucial. Mais à l'étranger, la patience diplomatique est à bout. Israël accentue désormais sa pression sur l'Union européenne pour franchir un cap symbolique et politique majeur, autrement dit, inscrire officiellement les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Merci bien, Mohamed Sangaré. Bouclons ce tour d'horizon par les États-Unis qui mènent de nouvelles frappes contre le groupe État islamique en Syrie. Ce sont les deuxièmes opérations du genre en moins d'un mois après la mort de soldats américains dans une attaque du groupe terroriste sur le territoire syrien. Les forces armées jordaniennes disent avoir également participé à ces bombardements.
Retour ici au Mali et c'est le chiffre du jour, 130 000 tonnes, c'est la production de l'officerie Mopti pour la campagne agricole 2024-2025. Une performance réalisée malgré une crise multidimensionnelle, notamment l'insécurité dans les zones de production, l'insuffisance d'engrais et la pénurie de carburant. Constat et plaidoyer des producteurs dans ce clin d'œil de Omar Maïga de notre bureau régional à Mopti. La riziculture dans la région de Mopti au Mali demeure une activité économique et alimentaire vitale malgré des défis persistants. Après la pluie, le beau temps. Dans les zones rizicoles, l'air est au fauchage, assemblage et battage. Fidèle à sa mission de promotion de l'autosuffisance alimentaire, l'officerie Mopti est à pied d'œuvre pour pérenniser les acquis. Pate Alaï Kébé, directeur général de l'officerie Mopti. La campagne 2025 s'est déroulée dans des conditions relativement normales. Sur le plan pluviométrique, nous notons quand même un retard dans l'installation des pluies et un arrêt précoce des pluies. Le niveau de la crue est satisfaisant. Sur le plan phytosanitaire, nous notons une situation relativement calme. Le gouvernement, à travers la subvention, a continué à subventionner les produits de terre malgré l'insuffisance des quantités affectées et 5% de nos besoins. Nous savons que dans la zone officerie Mopti, le contexte sécuritaire est préoccupant et à cela s'est ajoutée la crise du carburant qui a affecté une bonne partie de nos aménagements à maîtrise totale de l'eau qui sont sur pompage électrique avec des électropompes, des vis d'Archimède et des motopompes. Pour le président du comité de gestion du casier rizicole de Tongorongo, la campagne agricole 2024-2025 augure de belles perspectives. Bessema Tapili. Nous souhaitons que la subvention de l'engrais puisse se poursuivre. Elle a beaucoup boosté la production et cela a beaucoup aidé la sécurité alimentaire au sein de la population. Nous remercions la direction générale de l'officerie et tout le personnel d'encadrement. Moussa Yatara, producteur agricole. Souvent, je peux aller de 7 à 8 tonnes à l'hectare. Mais en réalité, il faut beaucoup appliquer l'engrais organique. Et souvent, je suis jusqu'à 60, 70, 80 sacs par hectare. Présentement, j'ai 8 hectares. Je suis très satisfait de mes productions. Malgré les performances enregistrées, des difficultés demeurent. Pate Alaï Kébé, directeur général de l'officerie Mopti. En zone officerie Mopti, nous sommes dans une zone de submersion contrôlée. Près de 90% de nos cas, de nos superficies, c'est la maîtrise partielle de l'eau. Donc l'objectif, c'est de transformer ces casiers en maîtrise totale de l'eau pour permettre de sécuriser non seulement les terres, mais sécuriser aussi la production. L'année 2024 a été éprouvante pour l'officerie Mopti, pour notre zone, pour nos infrastructures. Il y a eu assez de pluie, des inondations qui ont endommagé nos infrastructures, les digues et les ouvrages ont subi de plein fouet cette situation. Malgré tout cela, à travers l'appui de l'État, le budget spécial d'investissement notamment, nous avons pu réhabiliter les points critiques. C'est ce qui nous a permis d'engager les résultats acceptables dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Parce que nous nous attendons à une production de 130 000 tonnes, toutes céréales confondues, sur une prévision de à peu près de 170 tonnes. Avec une production d'environ 130 000 tonnes, toutes céréales confondues, les signaux de la campagne agricole 2024-2025 sont ouverts au grand bonheur du monde paysan et des consommateurs. Mopti, Omar Maïga et Suleiman Tepsigé pour l'ORTM. Dans l'actu des sports, CAN Maroc 2025, les tableaux des demi-finales est connu depuis hier. Maroc, Nigeria et Sénégal-Égypte. Les rencontres se jouent le mercredi prochain. Ici au Mali, la 8e journée du championnat national de football Ligue 1 prend fin ce dimanche. Plus de précisions dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Famour Djourti. Après des quarts de finale de haut niveau, le Maroc, le Sénégal, le Nigeria et l'Égypte vont s'affronter pour une place en finale de la CAN 2025. Le Sénégal s'est qualifié pour le dernier carré en dominant le Mali par 1-0 vendredi à Tanger. Iliman Ndiaye a inscrit le seul but de la partie à la 27e minute. Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique en 2021, affronteront mercredi pour une place en finale l'Égypte. Les Pharaons ont sorti le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, par 3-2. Vendredi soir, le Maroc était très attendu à domicile face au Cameroun et le pays hôte s'est qualifié pour les demi-finales après un succès 2-0 face aux Lions indomptables du Cameroun. Brahim Diaz, meilleur buteur du tournoi avec 5 buts, et Ismaël Saïbari ont inscrit les buts de la partie. Les Lions de l'Atlas du Maroc retrouveront mercredi soir en demi les Super Eagles du Nigeria qui ont la meilleure attaque du tournoi et qui ont conforté cette étiquette en dominant l'Algérie par 2-0 en quart de finale
dans un match presque à sens unique. Vendredi, au compte du premier quart de finale, les Aigles du Mali ont quitté la CAN Maroc 2025, battus 1-0 par les Lions de la Teranga du Sénégal. S'il est vrai que les Aigles n'ont pas démérité à 10 contre 11, force est de constater que pendant cette CAN, les Aigles ont soufflé le chaud et le froid avec des prestations souvent pénibles et pas dignes des attentes placées en eux. L'un de nos envoyés spéciaux à Casablanca, Ousmane Daou, revient sur le parcours des Aigles à cette CAN marocaine. Le miracle à 10 contre 11 des huitièmes de finale à Casablanca n'a pas eu lieu à Tanger. Hélas, clap de fin pour les Aigles du Mali à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Comme en 2023 en Côte d'Ivoire, la route du Mali s'arrête en quart de finale. Le rêve d'un premier sacre continental des joueurs brisés, avec eux celui de tout un peuple qu'ils avaient pourtant embarqué avec eux au cours de la compétition. Car peu de personnes donnaient du crédit à Tom Saintfiet et à ses joueurs. Le Mali tombe face à une bonne équipe sénégalaise, bien structurée avec beaucoup de certitudes, laissant place à la frustration, à la désolation, avec un air de déjà vu ou de déjà entendu. Et oui, après une finale, plusieurs demi-finales, un cycle d'élimination au premier tour et en huitième de finale, voilà celui des quarts de finale. Pour cette édition, on peut se poser un certain nombre de questions sur le parcours des Aigles. Tout d'abord, le choix des joueurs, car en 5 sorties, à chaque fois une nouvelle formation dans le jeu, très peu de certitudes, illustrées par 3 cartons rouges en 5 matchs et 0 victoire. Autre questionnement, la profondeur de banc qui a plombé cette QV 2025. Les sorties des bancs n'ont toujours pas apporté le petit plus que l'équipe attendait. Ajouté aux joueurs à court de forme qui ont été en deçà de ce qu'ils ont proposé auparavant et des retours de blessures récupérés en cours de compétition pour certains, comme le capitaine Yves Bissouma ou Amari Traoré, tel n'a pas été le cas de Sikou Niakate qui est pourtant un élément clé de la défense malienne. Sans oublier la tactique frileuse du sélectionneur qui a cantonné son équipe à attendre, défendre et ne pas proposer de jeu à l'adversaire. Cette défaite nous renvoie à coup sûr à l'éternel recommencement. N'est-il pas temps aujourd'hui, plus que nécessaire, de faire le bilan réel, de se poser les bonnes questions, situer les responsabilités sans faux fuyant pour que l'on sorte d'un éternel optimisme que demain sera toujours mieux. Demain ira mieux si on sort de l'approximation, avoir un projet consistant avec des objectifs à court, moyen et long terme, surtout qu'avec la situation que le pays traverse depuis plusieurs années, l'État fournit d'énormes efforts pour que les Aigles répondent aux attentes, mais toujours c'est la même chanson, déception. S'il est vrai que tout n'est pas à jeter dans cette Coupe d'Afrique des Nations en termes de solidarité et de combativité, cependant il faut un véritable diagnostic au-delà d'une piqûre de rappel pour soigner le malade football malien, afin de lui administrer un remède sûr pour sa guérison définitive. Sinon, ce football malien continuera à cultiver un rêve qui, par finir, se terminera en mirage comme une étoile filante qu'on ne verra que passer sans pour autant l'attraper pour la floquer sur le maillot Mali. Il est temps de sauver notre football qui souffre et qui a besoin d'un sursaut à tous les niveaux pour le bonheur de tous. Casablanca, Ousmane Daou, Isaac Chenou, Taïeb Adjaouyakoye, Oumar Koungouta Traoré, Saïd Mohamed Lamine Diarra pour l'ORTM. Championnat national de Ligue 1 professionnel du Mali pour terminer. La 8e journée prend fin ce dimanche avec 3 rencontres. L'AS Bakaridian joue contre Afrique Football Elite AFE au stade Mamadou Konaté à 16h. Au même moment, au stade Wenzen Koulibaly, le FC Malikoura affronte l'US Bougouba. À 18h, toujours au stade Wenzen Koulibaly, Binga FC affronte l'association sportive de Korofina. Hier samedi, le Djoloba AC a gagné de justesse 1-0 face à l'USFAS. Les Rouges de Bamako ont marqué dans le temps additionnel de la seconde période. Ils totalisent désormais 16 points. L'US Bouni et le Stade malien de Bamako se sont neutralisés 0-0. Les Blancs de Bamako comptent 15 points au classement. Le FC Diarra s'est incliné 2-0 devant l'AS Real de Bamako. Avec cette victoire, les Scorpions de l'AS Real reprennent la tête du classement avec 17 points avant le duel de cet après-midi entre Binga et ASCO, qui comptent chacun 14 points. Derby Academy a pris le meilleur 1-0 sur 11 créateurs de Nyarela. Focus santé. Quand les organes génitaux de la femme descendent du bassin vers l'entrée vaginale, on parle du prolapsus. Ces organes peuvent être la vessie, le vagin ou l'utérus. La maladie se manifeste par une pesanteur, des fuites urinaires et un inconfort. Mais elle se traite soit par kinésithérapeute ou la chirurgie. D'autres détails dans Focus Santé avec Koumba Sissi. L'utérus, la vessie ou le rectum peuvent descendre vers le bas et s'extérioriser, provoquant ainsi une gêne à la marche. La maladie qui provoque ce phénomène chez la femme est le prolapsus. Professeur Mamadou Keïta, gynécologue. Le prolapsus
généralement est associée à une défaillance, sinon une faiblesse des principaux muscles et ligaments qui soutiennent les organes du bas abdominal, par exemple l'utérus, la vessie et le rectum. C'est une maladie qui concerne exclusivement les femmes en ce qui concerne l'utérus et la vessie, mais chez l'homme, quelques rares fois, il peut être rectal. Selon les statistiques que nous avons, la descente elle est habituellement constatée chez la femme au-delà de 45 ans et plus, mais de plus en plus, nous constatons qu'elle arrive chez les jeunes femmes, souvent même avant la maternité, ce qui est assez rare. L'accouchement difficile, l'âge, la toux et la constipation chronique, les activités sportives intenses ou même l'obésité sont des facteurs qui favorisent le prolapsus. Et dès que les muscles des organes génitaux de la femme commencent à se relâcher, les signes apparaissent. Professeur Mamadou Keïta. Les signes d'Arlette, la femme se plaint au tout début d'un simple gêne ou un côté intime. Cela peut se ressentir comme étant une pesanteur au niveau du bas-ventre. Donc plus loin, il peut s'agir d'une petite boule ou bien d'une petite masse qu'elle constate au niveau de la vulve. Elle est souvent associée à des signes dits urinaires, c'est-à-dire qu'elle a une gêne à la miction, ou bien elle a une miction irrégulière, ou bien elle a une incontinence urinaire. Des fois, il peut s'agir de troubles sexuels, il peut s'agir de gênes lors des rapports sexuels, il peut s'agir de saignements, il peut aussi s'agir souvent lorsque l'utérus est totalement extériorisé, de gêne à la marche, pouvant donner des douleurs lombaires et souvent même des constipations. Le traitement du prolapsus se fait en fonction des stades. Et au CCRF de la commune 6 du district de Bamako, son traitement représente 20% des opérations chirurgicales. Professeur Mamadou Keïta. Si les organes ne sont pas totalement extériorisés dehors, en ce moment, il y a les techniques de rééducation périnéale que nous utilisons, que les exercices qui permettent de donner une solidité aux principaux muscles et cela peut remédier. Donc si on consulte à un stade précoce, le prolapsus peut se soigner totalement. Au-delà de ça, il y a la chirurgie qui est là en dernier lieu. Si la gêne est trop importante, on peut aller jusqu'à une intervention chirurgicale, soit pour réparer la zone, si la femme est jeune et qu'elle a un désir d'enfant, ou bien si elle est d'un certain âge, enlever totalement l'utérus. Le prolapsus se soigne, mais en condition qu'il soit découvert tôt. Sinon, dans certains cas, l'utérus sera complètement enlevé. Et pour ne pas en arriver là, dès qu'on constate une anomalie au niveau de la partie intime, mieux vaut aller se faire consulter. Se faire consulter pour avoir le cœur net. Merci Koumba Sissé pour ces explications qui mettent d'ailleurs un terme à cette édition, la deuxième de Mali Actualité, qui vous a été servie par Bintou Traoré à la mise en ordre. Retrouvez cette édition sur les plateformes digitales grâce à Bekay Sissé qui assure la mise en ligne, au micro Bourama Traoré. Merci à Lansana Keïta qui m'a aidé à la préparer. Lansana Keïta qui s'installe juste après moi pour la synthèse de l'actualité de la semaine. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.